d'être présent pour cette réunion-là. Je voudrais en profiter d'avoir un micro pour remercier et féliciter Nadia Sepri d'avoir organisé ce type de manifestation, avec la participation de l'ARC bien entendu, et souhaiter, c'est un vœu personnel mais je sais qu'il sera partagé amplement, souhaiter aussi que ce type de manifestation ne soit pas qu'une seule bulle dans l'atmosphère comme ça, et que de telles manifestations sur des sujets analogues puissent se perpétuer et se reproduire dans le temps. Je crois que nous en avons tous vraiment besoin de ces moments d'échange, de réflexion, de confrontation. Alors avant de commencer, comme nous ne nous connaissons pas et que particulièrement moi, je ne peux pas dire ça, je ne connais pas forcément les collègues qui sont à ma gauche et à ma droite, je vais leur demander très rapidement d'avoir la gentillesse de se présenter, et puis on reprend juste derrière. Allez, on commence par la gauche, monsieur. Et vous-même, monsieur? Je le ferai en dernier. Ah, d'accord. Normal. Oui. Bon, Marcel Bois, 4 en Tunisie, 1 année au Liban et 55 en Algérie. Voilà. J'ai eu la chance, je crois beaucoup aux rencontres entre les personnes et entre les pays aussi. Au lycée El Mokrani où j'ai enseigné de 69 à 86, d'avoir comme collègue d'arabe M. Abdallah Mazouni, regretté, qui nous a quittés malheureusement, professeur d'arabe, moi j'étais professeur de français, c'est lui qui a été traducteur aussi. Vous voyez, il a traduit des nouvelles d'Irsan Abdel-Quddous qui sont parues à la SNED sous le titre Le voleur d'autobus. Et il a écrit un ouvrage qui mériterait d'être réédité, qui est paru chez Maspero en 1969, Culture et enseignement en Algérie et au Maghreb. Et là, il parle de la place de la rencontre entre les cultures, de la rencontre entre les langues. Alors c'est lui qui m'a fait connaître Bendedouga et Tarwata. Alors j'ai traduit 5 romans et un recueil de nouvelles de Bendedouga, et puis un recueil de nouvelles et 2 romans de Tarwata. Et actuellement je fais route avec Wassidi Larraj. J'ai traduit de lui le Kitab El Amir, le livre de l'émir, Les ailes de la reine, le titre original c'est Seyyidat el-Makram, et puis Les fantômes de Jérusalem. La maison andalouse doit sortir à Actes Sud comme les précédents dans quelques temps. Son 2084, le dernier des Arabes, et que j'ai promis de lui traduire là. Et bon, voilà. Si vous avez des questions, plus tard, Moi, monsieur, je crois qu'il faut être bref. On n'entend pas. Micro. On n'entend pas. Ah, il faut. Donc, Djabel Mati, écrivain. Al-Jamhouria. J'ai écrit quelques pièces de théâtre et j'ai écrit quelques romans. Et j'ai 3 essais sur le théâtre et la musique algérienne. Bonjour à tous, moi je suis Badardine Mili, je suis écrivain, journaliste. J'ai été dans ma longue carrière dans les médias publics, notamment directeur général de l'APS, Algérie Presse Service, et je me suis investi dans l'écriture depuis quelques années. Je suis l'auteur de la trilogie consacrée à une lecture romancée de l'histoire contemporaine d'Algérie, vers la Seconde Guerre mondiale en jour, avec les 3 titres connus, La Brèche et le Rempart, Le micro. Alouettes. Micro. Micro, on l'entend pas. Eh ben, il est allumé. Ah, d'accord. Alors, je reprends.
l'histoire contemporaine de l'Algérie, de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, avec les 3 titres que sont La brèche et le rempart, Les miroirs aux alouettes et Les abysses de la passion maudite. Je me suis également consacré, de par ma formation en sciences politiques, à l'écriture d'essais, dont le dernier a été publié chez Caspa Éditions l'année dernière sous le titre de Les présidents algériens à l'épreuve du pouvoir. Voilà, et puis je suis communicateur, je participe au débat national sur les grandes politiques de gouvernance dans la presse nationale. Voilà, merci. Bienvenue. Moi, je suis Madame Agnès Bruxelles. Je suis professeure de français à la retraite et je continue mon travail du terrain. J'ai initié une collection empreinte pour faire connaître le patrimoine littéraire algérien. Ce sont des guides scolaires que j'écris pour que les jeunes aient accès à non seulement à la littérature, mais à un savoir qu'ils n'ont pas eu. J'en suis à mon 10e guide et je suis très contente quand je rencontre des jeunes et qui me disent « Madame, j'ai envie, où je vais trouver le livre pour lire plus avant, pour aller plus avant ». Et ça, c'est gratifiant et ça me fait plaisir. Et demander qu'elle me pardonne à la dame. Parce que si j'avais vu que vous étiez présente là, je vous aurais donné la parole en premier. Hein. Encore une fois, les dames parlent en dernier. Hein. Mais je vous assure que je n'ai pas fait exprès. Les gens qui me connaissent savent très bien que je n'aime pas les privilèges, les priorités. Je bosse et c'est tout. Si ma maman avait été présente, je me serais fait gronder. Je vous l'assure. Bien, alors, je vais finir les présentations vite fait. Donc, je m'appelle Armand Vial. J'assiste à ces rencontres depuis le premier jour et vous allez voir que c'est complexe, un petit peu comme ça, et que c'est drôle que je sois là. Enfin, pour moi, c'est assez drôle, c'est extrêmement gratifiant et j'en suis très heureux. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je suis né à Constantine, il y a un certain nombre d'années. Mes parents ont été obligés de quitter l'Algérie en 1961, parce qu'ils étaient à ce moment-là dans les centres socio-éducatifs de la compagnie de Mouloud Feraoun, et que mes parents ont été menacés de mort par l'OAS, et que donc, pour préserver la vie de mon frère et la mienne, ils ont décidé d'aller en France. Et, cerise sur le gâteau, voici un peu plus de 4 ans à peu près, que j'ai décidé, suite à mes copains me disaient que c'était complètement marrant, ça ne va pas la tête, mais bon, c'est comme ça, j'ai décidé de revenir vivre dans ce que je considère être mon pays. Donc je suis à Constantine depuis à peu près 4 ans. Voilà. Et je précise aussi que je n'ai quasiment jamais vécu en ville, puisque sans aussi bien les centres sociaux que l'enseignement, comme ça s'appelait à l'époque, l'enseignement indigène, c'était le bled, c'était la campagne, et qu'il m'est arrivé, comme par exemple à Timengache en petite Kabylie, d'être, comme on disait à l'époque, le seul petit Français au milieu de mes copains algériens. Ce qui ne posait problème ni à eux, ni à moi. Hélas, nous vivions le début de la guerre d'Algérie sans trop comprendre ce qui se passait, ni les uns ni les autres. On préférait aller faire nos bêtises avec les boulicots, les gerbas, la source, etc. Donc voilà, ce sont mes souvenirs à moi. Alors ce que je fais très rapidement, je suis essentiellement photographe, artiste photographe, je précise, je ne suis pas de photographie de presse, tout ça, je ne sais pas ce que c'est. Et puis, j'ose pas le dire dans cette assemblée, mais je suis un peu écrivain aussi. Alors 2 types d'écriture. Une écriture qui est toujours liée à mes livres de photographie, j'ai publié à peu près 13 ou 14 livres de photographie et textes. Donc, pour moi, ce qui est important et intéressant, c'est ce tissage de 2 écritures, l'écriture, je vais dire, classique, traditionnelle, et ce que l'on considère comme une écriture aussi, qui est l'écriture photographique. Donc, ça, c'est une partie du travail d'écriture, et une autre partie sous forme de nouvelles et de théâtre, parce que j'ai été amené
théâtre. Voilà qui je suis, ce que je fais, et je poursuis ce travail à Constantine, bien entendu, avec l'École normale supérieure notamment, et l'Institut de formation l'ISAF. Alors, pour en venir au thème d'aujourd'hui, complexe, la littérature au cœur des langues. Alors, effectivement, on vient d'avoir un certain nombre d'interventions dans les jours qui ont précédé. Bon, les langues, quand on dit langue en Algérie, c'est pas neutre. Et bien sûr que ça se comprend. Alors, pour éviter tout, de ma part au moins, tout débordement ou toute phrase qui pourrait être mal interprétée, ce que je ne souhaite pas, je vous propose la chose suivante. Je vais donner purement et simplement, et je profite de la présence de M. Bois ici, qui je pense sera d'accord avec cette démarche sans que nous soyons concertés. Dans un premier temps, j'aimerais bien qu'on en revienne, et je vais les donner, aux définitions du dictionnaire. Littérature, langue et cœur. Que nous disent les dictionnaires quand il y en a deux. Et après, donner la parole aux intervenants qui sont près de moi pour que chacun, à partir de là, vous dise ce qu'il a préparé ou ce qu'il veut dire sur ce sujet-là, et bien sûr, après, vous prenez la parole. Alors, pour littérature, une des définitions donc, du Larousse, c'est ensemble des œuvres écrites auxquelles on reconnaît une finalité esthétique. Alors, j'ouvre une parenthèse tout à fait. Et là, on peut aussi se questionner sur qu'est-ce que le beau, en fonction des cultures, en fonction des individus, en fonction de plein de critères. Alors, une petite citation quand même par rapport à la littérature, que j'ai trouvée extrêmement intéressante, qui a été écrite en 1800, que je ne vous dise pas de bêtises, en 1840. C'est une citation de Villemain qui dit la chose suivante: la littérature, science expérimentale au plus haut degré, s'étend, se renouvelle, se rajeunit, suivant tous les accidents de la pensée humaine. Alors, pour dire, François Villemain a été, entre autres, ministre de l'Instruction publique de 1839 à 1845 et secrétaire d'Académie française, élu en 1834. Donc, cette histoire de renouvellement, d'extension, etc., je pense que ce sont des choses qui vont nous parler. Alors, définition de langue maintenant. Langue, système de signes linguistiques, vocaux, graphiques ou gestuels, qui permettent la communication entre individus. Deux fonctions sociales évidentes, la communication et l'identification. Autre définition de langue, les langues sont des objets vivants, soumis à de nombreux phénomènes de variation. Les frontières entre les langues sont considérées comme non hermétiques, car elles relèvent d'abord de pratiques sociales. Dernière définition, cœur. Alors on fait abstraction de ce que nous avons dans la poitrine. Cœur, le principal agent. On parle du principal agent. Ou la partie centrale de quelque chose. Ou encore la partie essentielle. Ou vitale. Voilà, et je terminerai, si vous le permettez, par une citation d'un écrivain qui, pour moi, est le plus grand écrivain français vivant actuel, Pascal Quignard. Ça pourrait être un peu, à la fois une conclusion, une introduction ou une conclusion à nos échanges de cet après-midi. Chacun apporte sa petite bûche au grand bûcher qui éclaire le monde. Voilà. Alors, qui veut commencer? Comme vous voulez. Qui se jette à l'eau, le premier ou la première? Madame. Pardon? Madame. C'est madame. Madame. Non, parce qu'il m'a expliqué ce qu'il allait faire et je pense que je suis dans le prolongement. Alors, moi, lorsque j'avais pris connaissance du titre générique de
de la session, la littérature au cœur des langues, je me suis dit que, la belle affaire, on va être entraîné dans une sorte d'auberge espagnole où on va retrouver ce qu'on y aurait amené. Eh bien, je me suis employé un petit peu à risquer de m'engager dans cette auberge espagnole en y amenant, malgré les définitions très académiques de M. Guérin, d'y ramener et d'y retrouver évidemment quelques réflexions, certes un peu disparates, mais très empiriques, qui me font dire d'abord que la littérature est déjà en soi une langue bien sûr spéciale, qui a très tôt acquis un statut universel parce qu'elle a véhicule des émotions et donne un sens à la destinée des hommes en racontant leurs histoires, en racontant leurs petits bonheurs comme leurs grandes souffrances indicibles. Et par ce statut-là, elle s'est retrouvée naturellement au centre des langues dont elle a, depuis de très nombreux siècles, forcé les portes pour transmettre un message profondément humain. Alors, lorsque on fait un inventaire des grandes productions littéraires, des œuvres littéraires de premier plan qui ont marqué l'histoire de la littérature, on se retrouve confronté à cette problématique des langues. Lorsque on rappelle l'exemple d'un écrite dans une des langues gaéliques les plus vieilles de l'Europe, et qu'elle a été traduite et qu'elle a connu un destin extrêmement particulier, et qu'elle a été élue et qu'elle se retrouve au fronton de la littérature mondiale, on se dit qu'effectivement la littérature est au centre des langues. Lorsqu'on rappelle également l'exemple d'un Ismaël Kadare qui a fait connaître à l'univers, au monde, à la planète, l'histoire des paysans albanais, ce petit pays tout à fait englué dans l'Europe des Balkans. On mesure également aussi le grand chemin que cette littérature a accompli pour être au centre des langues. Et les exemples d'ailleurs ne se limitent pas à cela. Dans le monde arabe, je pense entre autres à Tawfiq al-Hakim et à son séjour parisien où il a écrit le fameux L'Oiseau d'Orient, qui est un voyage dans la langue française, un voyage dans les mœurs de l'Europe et de la France, un peu comme Montesquieu a fait ce voyage dans la Perse, dont il a ramené des images peut-être un peu folkloriques, ésotériques, mais qui renseignent l'Europe de son époque sur l'histoire, la civilisation de la Perse. Et pour en venir à l'exemple qui est le plus proche de nous, celui de la littérature algérienne, dans sa première fournée, celle qui a été provoquée par la grande révolution de novembre, cette littérature qui était marquée par des plumes engagées, militantes, mais qui ont coulé ce militantisme et de la littérature la plus esthétique et reconnue en cela par les littératures du monde et par les langues. Parce que c'est peut-être cette génération de Katib Yassine, de Mohamed Dib, de Malik Haddad, qui ont été le plus traduits parmi les auteurs algériens, dans des langues d'ailleurs très inattendues, comme le serbo-croate, par exemple, ou le magyar, ou le russe, qui sont les langues de pays amis de la révolution algérienne et qui ont reconnu très tôt la valeur
révolutionnaire de cette littérature. Mais cela ne s'est pas arrêté là, parce que quand bien même cette littérature avait été une littérature en garde, elle a été suivie dans les années d'après-indépendance par la littérature d'une autre génération qui a repris le flambeau et qui a continué cette marche, cette longue marche de la littérature algérienne, qui a commencé, nous n'oublions pas, tout à fait quelques 30 années peut-être après, 30 ou 40 années après la conquête de l'Algérie par la colonisation française. Et cette génération de post-indépendance a été tout aussi bien traduite et a connu une destinée internationale très enviée, suivie en cela par de grandes plumes marocaines, tunisiennes, donc maghrébines, qui, par le fait même qu'elles aient connu la colonisation et arraché cette étincelle de la langue et de la culture universelle à l'Olympe française, a de ce fait été à l'origine de l'écriture de grandes œuvres qui ont marqué l'histoire non seulement du Maghreb, de la littérature francophone du Maghreb, mais également la littérature de l'ensemble de l'univers francophone mondial. Alors, quel est aujourd'hui, aussi bien au plan mondial qu'au plan national, les facteurs nouveaux qui sont intervenus pour transfigurer le rapport de la littérature aux langues et vice-versa. C'est incontestablement la mondialisation. La mondialisation, la culture mondialisée a fait sauter toutes les barrières au moyen des grands médias de communication et par la force également de la concentration capitaliste de l'économie libérale qui a mis à la portée du plus grand nombre, sinon même de la totalité des habitants de la planète, les éléments de culture et d'éducation. Et je pense par exemple à un phénomène qui est Harry Potter, qui depuis une bonne dizaine d'années connaît une stagflation extraordinaire, qui est diffusée au plus grand nombre et consommée par le plus grand nombre. Et quand on se souvient par exemple à quel nombre d'exemplaires ont été traduits et diffusés les œuvres de Tolstoï comme Guerre et Paix, ou Autant on emporte le vent de Margaret Mitchell, on mesure le progrès incommensurable que la diffusion de la littérature dans le monde a connu. Au niveau national, l'Algérie de 2015, évidemment, bien loin de l'Algérie des années de la Révolution ou même des premières années post-indépendance. C'est une Algérie qui connaît des défis très importants. D'abord en matière d'éducation. Vous voyez que peut-être la politique volontariste des pouvoirs publics a fait que l'éducation a été choisie dès le départ en 1962 et pour des raisons historiques avérées, la déculturation et l'analphabétisation voulue et assumée par le système colonial négateur des cultures autres que la sienne, a fait que l'accent le plus fort ait été mis sur une éducation massive et la généralisation de l'enseignement à l'ensemble des catégories de la population de façon indistincte et donc et sans sexisme aucun, puisque aujourd'hui l'Algérie peut se targuer, selon les statistiques des Nations Unies et du programme des Nations Unies pour le développement,
là aussi, évidemment, il faut tempérer ces statistiques par un jugement de valeur qui va au fond des choses. C'est un enseignement qui pêche encore par un certain nombre d'insuffisances en matière de contenu, en matière d'ailleurs aussi de profondeur historique, qui nous interpelle, qui interpelle à la fois les pouvoirs publics, mais aussi la société civile, l'université, les enseignants, les professeurs et les auteurs, les écrivains en premier lieu. Et donc l'Algérie est aujourd'hui face à ce défi, face à cette problématique qu'elle doit relever. D'autant que s'est développé dans ce pays une sorte de mur de Berlin entre les œuvres arabophones et les œuvres francophones. Encore que là aussi, il faut tempérer en disant que l'effort d'arabisation qui a été entrepris ou mal entrepris par les pouvoirs publics a débouché malgré tout sur la massification de l'éducation et de l'enseignement en langue arabe, qui, entre autres, se traduit par le fait qu'aujourd'hui, ce sont les médias arabophones qui dominent la scène médiatique algérienne. C'est un journal comme le Khabar qui tire à plus de 500 000 exemplaires et qui va, dans quelques années, peut-être, caracoler au-delà en rejoignant les grands tirages des grands quotidiens égyptiens comme l'Arab. Et on est arrivé à ce hiatus qui fait que nous avons une élite francophone qui est extrêmement productrice, qui domine par la qualité de ses œuvres, et un public arabophone qui suit l'enseignement dans la langue arabe, et il n'y a pas ce transfert de connaissances d'un côté vers l'autre et vice-versa. C'est un peu le drame de la société algérienne qui est ainsi artificiellement divisée, un défi que la société civile a mis en exergue depuis très longtemps et que les pouvoirs publics s'efforcent peut-être par des déclarations. Je vais terminer par deux petites remarques et qui vont peut-être nous éclairer sur l'avenir proche de l'Algérie intellectuelle, de l'Algérie littéraire, de l'Algérie des élites et de son rapport avec le grand public, avec les masses de la société. L'ambassadeur de France, dans une déclaration qui est passée un peu de façon anonyme, sans avoir été relevée, a déclaré il y a quelques semaines, peut-être un mois, que le nombre de locuteurs francophones en Algérie, recensés par évidemment l'ambassade de France, s'élève à 11 millions. Et que la France souhaite que ce nombre puisse s'élever d'ici quelques années, 5 ou 6 années, à plus de 20 millions. C'est-à-dire 2 fois plus que le nombre d'Algériens qui vivaient en Algérie en 1962. Ce qui est considérable et qui va faire de l'Algérie peut-être le second pays francophone, comme elle est là aujourd'hui, mais dans des proportions plus considérables encore. Donc, c'est un problème sur lequel l'État, les pouvoirs publics, les élites doivent se pencher en disant: n'y a-t-il pas là aujourd'hui en préfiguration culturelle dont qu'il faut manager dès maintenant. Et puis il y a, deuxième et dernière remarque que je fais, je demande à M. Vial de patienter un petit peu, j'en termine par là, c'est que le gouvernement actuel, par la voix de son ministre de la Culture, a fait des déclarations de principe insistant
œuvre de l'esprit francophone vers les publics arabophones et vice-versa. C'est là un défi très important et qui, s'il est mené à terme, pourrait atténuer un petit peu cette véritable fracture linguistique et culturelle dont pâtit la société algérienne. Et puis il y a la deuxième mesure gouvernementale qui, je parle un peu trop du gouvernement, excusez, mais je lis la déclaration de ces membres à la presse comme vous tous, et j'y ai relevé entre autres que la ministre de l'Éducation a promis et s'est engagée solennellement à ce que les auteurs algériens de quelque horizon linguistique qui l'appartiennent vont être introduits dans les programmes pédagogiques des différentes écoles et collèges et lycées algériens. Voilà donc les défis. Je n'ai peut-être pas de réponse là préparée ou même préconçue à vous proposer, mais je me suis contenté un petit peu dans cette auberge espagnole dans laquelle on m'a invité de mettre le doigt sur un certain nombre de problèmes qui vont devoir être résolus à très brève échéance. Merci de votre attention. Merci bien, Paul. Madame, une petite information. Qui nous ont rejoint quelques étudiants ici qui sont aussi programmés et qui auront donc quelques prises de parole. Oui, Hein, nous sommes une note littéraire. voilà. Hein. Donc, ce que l'on va faire, on va terminer ça très rapidement. Donc, je demande à chacune et à chacun de condenser un petit peu pour laisser du temps, un minimum de temps à nous. Hein. On peut intercaler. Une demi-heure, ça serait suffisant pour nous. Ok. Eh ben, non, on va essayer de gérer ça. Hein. Ok. On veut les écouter. Avant de commencer, je voudrais quand même dire un mot pour M. Bois, qui s'est impliqué dans la traduction. Cela fait plus de 30 ans, une forte demande de francophones qui veulent lire des auteurs en langue arabe et inversement. Ma collection empreinte est toute modeste. Elle s'est imposée à moi par l'idée de continuer mon travail de professeur. Aucun de mes élèves n'est sorti sans avoir eu le goût de la lecture. Et c'est très gratifiant pour moi lorsque je rencontre des étudiants et qu'ils me disent « c'est grâce à vous que j'ai aimé la lecture ». Parce qu'à cette époque-là, les jeunes pouvaient lire, mais il fallait les motiver. Et puis, ça peut aider aussi ceux qui ne font pas de longues études et qui, grâce à la lecture, peuvent faire œuvre autodidacte. Je voulais faire connaître les œuvres majeures du patrimoine, de notre patrimoine. Je ne dis pas du patrimoine algérien. Je lutte un peu contre cette façon de dire le patrimoine algérien. Notre patrimoine. Parce que nous, les francophones, on a tendance à cause de la langue et du contexte, à dire les Algériens. Non, je crois qu'il faut dire nous. Donc, je voulais faire connaître nos auteurs, Mamri, Ferraoun, Katab Yassine, Malek Ouari, Jean Rouche, Taoussam Rouche, parce qu'ils ont été porteurs d'idées et surtout, ils ont été des éveilleurs de conscience. Ce que les jeunes ne comprennent pas toujours, c'est que à cette époque-là, nous vivions les uns à côté des autres, mais nous ne vivions pas ensemble. J'ai reçu récemment une lettre d'une élève que j'ai eue il y a 60 ans et qui est partie en France, comme beaucoup pour tous ceux de cette époque-là. Et elle m'a dit, nous ne savions pas, vous étiez là et on ne vous connaissait pas. C'est grâce justement à nos œuvres que Mamri et les autres ont donné une voix à Mokrane, à Asie, à Omar. Omar, par exemple, dans le spectacle, qui ne connaît pas Omar, hein, qui préfigure le combattant de l'Algérie, de la Révolution.
tous ces auteurs, j'ai voulu aussi dépasser le problème linguistique, tous ces auteurs parlent en français, mais ils nous parlent de nous. Donc c'était très important. Comme disait monsieur, ça va permettre aussi de faire un transfert de connaissances vers d'autres langues. Ensuite, moi j'ai beaucoup d'affection pour la jeunesse. Mon travail, c'est d'encourager les jeunes. Et dans ma carrière, et c'est un problème de déontologie, je n'ai jamais cassé un jeune. Il y a toujours des potentialités. Il y a toujours, et il faut essayer de comprendre et d'arriver à des résultats. Ensuite, on nous dit aussi, les jeunes ne lisent pas. Ce n'est pas de leur faute. Mais il faut qu'ils prennent conscience qu'il faut lire et que les outils technologiques ne doivent pas être un frein. Il faut qu'on leur apprenne à utiliser les outils technologiques. Et mon travail, c'est justement de développer la réflexion, l'esprit critique, de façon à ce qu'ils n'absorbent pas des informations sans comprendre, et c'est extrêmement dangereux. Comme disait le philosophe Alain, il n'y a rien de plus dangereux qu'une idée quand on n'a qu'une idée. Donc il fallait faire cette ouverture. Par exemple, lorsque je travaille sur Feraoun, le problème de l'immigration se pose. Les jeunes n'ont pas vécu dans cette société, n'ont pas acquis un savoir qui va leur permettre d'accéder à ce que Edgar Morin appelle dans la voie une connaissance pertinente, c'est-à-dire comprendre les textes en contexte. Par exemple, un jeune doit comprendre pourquoi l'immigration, pourquoi des gens partent et pour quelles raisons. Tout ce contexte-là doit être perçu de façon à approfondir l'œuvre. Et ces auteurs qui ont dépassé les frontières, bien sûr, ont été souvent, et c'est très malheureux, occultés dans un certain contexte. Et ce qui est, comme disait Kateb Yassine, j'apprends le français pour dire aux Français que je ne suis pas français. Donc c'était vraiment mon problème, c'était de dépasser le problème linguistique et que le français est aussi porteur de savoir et de connaissances. Et la multiplicité des langues n'est qu'une façon de s'enrichir. Cette plongée dans le passé, ce n'est pas de la nostalgie, mais il était nécessaire de faire cette continuité, parce que avec les jeunes avec qui je discute, et j'en suis malade, ils ont perdu leur repère. Il y a eu une faillite un peu tous azimuts, familiale, religieuse, enfin dans les lieux religieux, à l'école, etc. Ce qui fait qu'un jeune est un peu perdu. Et lorsque je discute avec un jeune, il me dit, mais madame, avant, j'habitais dans mon village, je connaissais l'école, je connaissais la mosquée, c'était à côté, je connaissais le jardin de mes parents, mais il dit, maintenant, je ne connais plus rien. Et je crois que c'est assez dramatique lorsqu'un jeune vous avoue cette impuissance à s'orienter aussi, à se situer. Maintenant, ce qui était important aussi, c'est qu'historiquement, dans les poèmes de Sim Hedonfeld, lorsque Boulifa recense les poèmes kabyles, de même que lorsque Mouloud Mamri parle des poèmes kabyles anciens, il y a un désir de ressourcement. Mais ils ne sont pas restés là, il faut les faire vivre, et les faire vivre par la transmission, par l'étude. Et une réunion de l'enseignement secondaire, le ministre avait fait une remarque vraiment d'une manière très autoritaire, qu'il était inadmissible que dans nos ouvrages scolaires, on n'utilise pas des textes des auteurs algériens au lieu de fabriquer des textes impersonnels sans queue ni tête. Parmi les textes qui ont été lus tous ces jours-ci, il y avait des textes magnifiques. Mais vous ne pouvez pas donner à un jeune un texte comme ça, il faut absolument l'entourer de tout un contexte et de faire un travail pédagogique. C'est tout cela, la culture. La première œuvre sur laquelle j'avais travaillé, c'est Alceste, qui veut dire la garde. C'est un texte, le livre de Mamri, La colline oubliée. On m'a dit quelquefois, mais pourquoi la colline
inoublié. Je lui dis, si quelqu'un n'en parle pas, tout ça va sombrer dans l'oubli, avec les changements, avec les révolutions, il n'y aura plus rien. C'était simplement pour comprendre le fonctionnement d'une société avant sa disparition. Par exemple, un village traditionnel kabyle est un village qui vivait en vase clos, avec ses codes, avec ses tabous, avec ses traditions, et puis cet ensemble qui était bien structuré va se fissurer. Et qu'est-ce qui va le fissurer? Ça va être d'abord l'intrusion de l'école française, ça va être la mobilisation, ça va être les migrations. Donc il y aura des changements. Et Mouloud Mamri met bien l'accent sur ces problèmes-là. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui part à l'étranger, lorsqu'il revient dans son pays, il est étranger. Et ça, un exemple pour la société traditionnelle kabyle ou de l'Algérie profonde, je parle de la Kabylie parce que... Ça y est? Bon. Je vais y arriver. Bon.